Le sans filtre, c'est quoi? Bonsoir, chers amis. La séance à l'Assemblée nationale s'ouvre. C'est le début de cette séance d'après-midi. Nous allons avoir, non, peut-être que ça a commencé un petit peu avant. En tout cas, ça va continuer. Nous sommes arrivés aux trois quarts, peut-être 4/5 de l'examen de ce projet de loi fleuve, projet de loi climat résilience. En même temps, c'est un projet de loi fleuve. D'un côté, c'est un projet de loi fleuve, et d'un autre côté, on est sceptique sur son impact réel. On est beaucoup à être sceptique. Cette séance de débat sans filtre, comme les autres, sera l'occasion d'aborder, de discuter des enjeux de la loi, des coulisses du vote de la loi, de l'Assemblée nationale, d'évoquer des grands débats de société autour d'enjeux écologiques liés au climat, liés à l'environnement, liés au paysage et le reste. Avec nous, aujourd'hui, pour ce Sans filtre, mon collègue Aurélien Taché, également membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité. Nous sommes députés membres d'un collectif, mais pas d'un groupe parlementaire. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps de parole dans ce débat pour discuter les amendements, dans ce débat en temps législatif programmé. Qu'à cela ne tienne, nous voici sur Twitch où nous pouvons parler, commenter, faire vivre le débat. C'est cela, Sans filtre. Sans filtre, c'est aussi la promesse du président par rapport aux propositions des conventionnels, de la Convention citoyenne pour le climat. Nous en avons reçu de nombreux de ces conventionnels au cours de ces échanges Twitch. Et sans filtre, c'était la promesse d'une loi, d'une déclinaison parlementaire qui soit à la hauteur des ambitions du texte de la Convention citoyenne pour le climat. Là aussi, nous sommes perplexes sur le fait que ce soit bien à la hauteur. On va en parler sur le thème de cette séance, l'artificialisation. Avec nous pour en discuter, certains des invités, certains sont là, d'autres viendront nous rejoindre au fur et à mesure de la séance. Ils vont se présenter au fur et à mesure. Nous avons Yves Verillac de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, bien engagée sur ces thèmes et dont on sait bien à quel point c'est un enjeu vital, l'artificialisation pour eux. Nous avons Philippe Billet qui s'y connaît en droit lié à l'environnement et qui nous parlera de toutes les questions légales, toutes les subtilités qu'on peut avoir par rapport à ces questions d'artificialisation. Venant du monde associatif, nous avons Sylvie Bonaldi, ce sera important d'avoir votre éclairage, le type d'action que vous menez, comment est-ce que vous représentez ce débat sur l'artificialisation. Et puis, de temps en temps, nous irons en séance pour voir ce qui se passe. Je vois que la séance est présidée par Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale. Comment se passent les débats? Sur ce, nous sommes arrivés à l'article 48, un article très, très examiné. Nous discuterons de ce qu'il contient, de ce qu'il pourrait contenir, de certains amendements. Nous parlerons aussi de l'article qui suivra, l'article 49. Et tout d'abord, une petite question. Dans les images qu'on a vues sur le générique, on a vu quelques slogans, quelques mots-clés qui résonnent. On a vu les mots-clés Gonesse, Amazon, Grignon. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que tout de suite vous avez comme réaction à l'évocation de certains de ces mots? Peut-être Aurélien pour commencer. Oui, merci Cédric. Alors c'est vrai que moi je suis député dans le Val d'Oise et donc forcément la question de Gonesse m'intéresse beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir toutes et tous et ceux qui nous suivent aussi qu'il y a un vrai sujet autour de l'artificialisation des sols sur le triangle de Gonesse et sur la préservation des terres agricoles qui constituent ce triangle. Il y avait eu ce projet pharaonique d'Europa City qui aurait peut-être vu le jour si le gouvernement ne l'avait pas effectivement stoppé, ce qui est une bonne chose. Je crois qu'on était tous d'accord pour dire qu'il fallait abandonner ce projet qui n'avait aucun sens sur le plan écologique, mais peu de sens. Tous ceux, disons, avec qui on discute et avec qui on partage des visions communes de l'avenir de la société, disons. Voilà, et parce qu'il y a un mais, malheureusement, le gouvernement n'a pas finalement renoncé à artificialiser et à bétonner les terres agricoles, avec notamment un projet de zone d'aménagement concerté et de gare qui viendrait
dans le cadre du Grand Paris, être installé au milieu des champs. Donc pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne fait aucun sens. Et on en a discuté ensemble, Cédric, et tu a émis l'idée qu'on puisse peut-être essayer dans la loi climat de protéger finalement cette zone comme vous avez pu le faire sur le plateau de Saclay, mais tu en parleras mieux que moi, à travers une zone de protection naturelle, agricole et forestière. Donc c'est une des propositions que nous portons ensemble dans ce projet de loi pour éviter que les terres agricoles soient finalement mises en cause et qu'on y construise et qu'on artificialise cette zone. Donc, nous proposons avec Cédric et d'autres députés, c'est d'ailleurs un collègue de la majorité qui a accepté de co-signer l'amendement, Pierre Larafant, qui défendra, je crois, l'amendement un peu plus tard dans les discussions, pour qu'on puisse vraiment protéger cette zone comme vous l'avez fait à Saclay. Et moi, en tant qu'élu du territoire, je dis qu'on peut très bien continuer à être ambitieux en termes de mobilité pour les habitants de cette zone sans s'en prendre aux terres agricoles. Il y aurait des solutions alternatives. Le rapport Rol-Tanguy proposait par exemple de faire la gare de Gonesse à l'hôpital de Gonesse plutôt que dans ces terres. Et donc, si on adoptait notre amendement, on pourrait avoir véritablement l'ensemble de la zone et pas uniquement les terres agricoles déjà protégées qui seraient véritablement sanctuarisées, puisque vous avez peut-être vu que la présidente de région, Valérie Pécresse, propose aujourd'hui de finalement protéger des zones qui le sont déjà en réalité. Et donc, le débat est un peu tronqué par cette proposition qu'elle a émise dans le journal du dimanche dernier. Nous voulons l'ensemble, nous voulons la préservation de l'ensemble de cette zone. Donc ça, pour moi, c'est un point vraiment important et je crois assez emblématique des débats que nous aurons ce soir et qui sont bien sûr plus larges. Il y a la question des entrepôts de logistique Amazon qui sont en train de se développer et pour lesquels on n'arrive pas à avoir une réglementation aussi protectrice que pour d'autres entrepôts. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est néfaste aussi pour la non-artificialisation des sols. Donc moi, je suis favorable d'une manière générale à ce qu'on s'engage de manière très forte sur la sanctuarisation des terres agricoles en France. Je pense en revanche que ça va de pair avec une autre proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui était d'essayer de rendre les villes plus compactes. Protégeons les terres agricoles, évitons l'étalement urbain et l'artificialisation, et puis essayons de voir comment en ville, on peut peut-être repenser une densité qui serait heureuse. Ça pose aussi la question de la nature en ville, de la qualité de l'habitat et de ce qu'on peut faire dans des zones déjà urbaines. Voilà, moi, un petit peu ce que les thèmes que j'ai vus dans les génériques m'inspirent et la philosophie que je voudrais défendre ce soir avec vous. Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup Aurélien. Yves, pour la LPO, c'est un thème important, l'artificialisation. Bien sûr, les questions d'habitat des oiseaux. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur les points, les positions, les revendications de la LPO à ce sujet? Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, qui siège au CESE, a rendu un rapport qu'il a co-signé tout récemment sur ce thème. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, d'abord, rappeler quand même que d'après le rapport d'IPBES, l'équivalent du GIEC pour le climat, pour la biodiversité, l'altération des habitats et l'artificialisation est la première cause d'effondrement de la biodiversité. C'est de ça dont on est en train de parler, c'est de la disparition des milieux agricoles et naturels. Parce que l'artificialisation, c'est d'une part les espaces agricoles qui disparaissent et d'autre part la croissance des zones urbaines et des infrastructures. Et depuis 1981, en France, l'artificialisation a augmenté de 70%, quand la population n'augmentait que, j'allais dire, de 19%. Alors, quand vous dites artificialisation, quelle est la définition exactement que vous employez? C'est-à-dire qu'il y a un problème de définition. Nous, on ne partage pas la définition juridique aujourd'hui parce qu'elle nous paraît dangereuse. La définition juridique aujourd'hui, elle vous considère un espace vert urbain comme un espace artificialisé. Par contre, elle vous considère des hectares de maïs avec zéro biodiversité comme un espace non artificialisé. Donc, nous, déjà, on a proposé une nouvelle définition sur la notion d'artificialisation, qui est aussi parfois confondue avec la minéralisation, qui est encore autre chose. Donc, il y a un vrai travail de se mettre d'accord sur les concepts et de mettre en place les outils de suivi pour avoir des vrais chiffres. Mais quand même, globalement, il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour voir sur le terrain ce qui se passe. C'est l'artificialisation. Alors, qui
qui a écrit « Notre objectif est de mettre un terme à l'artificialisation des terres, l'application avec persévérance et détermination des dispositions de la loi de biodive et sur le principe ERC ». Qui a écrit ça à la LPO? Qui a écrit ça à la LPO? C'est la question. C'est un quiz. C'était le candidat Emmanuel Macron. Donc, nous, on ne fait pas de politique parce que c'est pas, honnêtement, il y a une espèce de continuité suivant les gouvernements pour la bonne raison qu'il ne faut pas des mesurettes, il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, ça veut dire qu'il faut s'attaquer à la fiscalité qui aujourd'hui encourage la destruction. C'est le premier pilier. C'est plus intéressant d'avoir un espace urbanisé que naturel. Et les gens qui ont du patrimoine naturel payent plus de taxes que ceux qui n'en ont pas, ce qui est quand même assez paradoxal. Ensuite, il faut protéger les terres naturelles et agricoles, la vraie agriculture, pas celle qui n'a plus de vie. Il faut favoriser la densification urbaine. Alors, je voudrais revenir sur ce que Aurélien disait tout à l'heure. Attention, parce que l'artificialisation, elle ne progresse pas de même manière suivant les régions. Et il se trouve, je suis désolé, je ne fais pas de politique, qu'en Île-de-France, c'est le territoire qui a augmenté le moins, puisqu'on a, je vous le dis tout de suite, la dynamique n'est pas la même partout. En Île-de-France, région artificialisée à plus de 20%, le renouvellement urbain a pour la première fois été plus important que l'extension urbaine sur la période 2012-2017. Je parle 2012-2017. Encore une fois, je ne fais pas de politique. La ville s'est plus développée en reconstruisant sur ce qui était déjà construit qu'en allant… Exactement. Et le grand perdant de l'artificialisation, c'est toute la façade ouest de la France. Et le Midi qu'on connaissait déjà. Moi, j'ai habité dans l'arrière-pays de Sète. Les lotissements à perte de vue qui nécessitent des infrastructures, des ronds-points qui ne sont plus… on ne peut plus desservir par les transports publics. Mais je suis un peu long, je m'arrête parce que… Non, mais c'est très bien. Effectivement, il faut que la parole circule. Un petit commentaire peut-être de Philippe Billet. Philippe, vous êtes professeur de droit à l'université Jean Moulin à Lyon. Vous êtes spécialiste des questions juridiques autour de l'artificialisation. Yves commence d'entrée de jeu en nous disant la définition juridique de l'artificialisation, ce n'est pas vraiment celle qui convient à ceux qui souhaitent défendre l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, d'abord, je répondrai à la toute première question qui avait été posée collectivement de l'image qui m'a marqué dans ce qui a été proposé. C'est la toute première, c'est-à-dire un grain en train de germer sur le sol. Parce que je pense que dans toute la loi, on oublie un léger détail, c'est que le sol est un milieu vivant, ça n'est jamais précisé. On a l'impression que ça n'est qu'une surface. Alors, c'est quand même autre chose, me semble-t-il. Et la définition de l'artificialisation qui est donnée actuellement, en tout cas d'après la dernière version qu'on a de la commission, qui consiste à dire que ça affecte durablement tout ou partie de ses fonctions, on oublie de préciser des fonctions naturelles ou écologiques. Enfin, un certain nombre d'éléments, parce que c'est comme si finalement le sol n'avait qu'une fonction, c'est d'être un support mécanique de construction, alors qu'il est autre chose. Autre chose, sauf si on le considère pour des raisons agricoles, naturellement. Mais on le voit bien dans tous les textes, lorsqu'on parle d'espace naturel, on ne parle jamais de sol. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que lorsqu'on a eu la loi biodiversité qui a fait enfin rentrer le sol parmi les éléments du patrimoine commun de la nation, il n'a pas dit « c'est le patrimoine commun », il a été dit « participe au patrimoine commun ». Donc, il a été totalement mis à l'écart de ce point de vue-là et n'apparaît d'ailleurs jamais comme milieu naturel dans le Code de l'environnement qui n'en connaît que deux, l'air et l'eau. Alors ça, c'est la première remarque, réflexion que m'inspiraient les… Sol, un milieu vivant qui est un patrimoine commun. Voilà. Alors, je préciserai plutôt ne pas le mettre comme tel parce qu'il y a un risque de crainte chez le lecteur que dire le sol est le patrimoine commun, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de nationalisation du sol. Alors qu'en fait, si on disait le sol, dans ses composantes naturelles, est un patrimoine commun, peut-être qu'on serait avec un peu plus de réserve, et en tout cas, me semble-t-il, permettrait de mieux faire passer l'idée de ce qu'il est véritablement, puisque dans le Code de l'environnement, en tout cas, il n'est considéré que comme tel. Ensuite, s'agissant des remarques sur la question de l'artificialisation, c'est vrai qu'on a longuement travaillé sur la direction de Mélisse Desrousseaux sur la question de l'artificialisation des sols avec l'INRA. Je ne crois pas qu'on soit arrivé à un consensus. On était une vingtaine de chercheurs sur la question. C'est extrêmement difficile à appréhender. Finalement, quels sont les critères? Est-ce qu'une mise en culture agricole,
c'est une artificialisation? Est-ce que finalement, le moindre impact de l'homme sur le sol, c'est considéré comme une artificialisation? Je pense qu'on ne peut pas aller aussi loin pour une raison, me semble-t-il, politique, et c'est ce qui avait fait que dans certains cas, on a pu faire passer des textes, c'est que se mettre le monde agricole à dos, FNSEA et autres, sur des questions d'artificialisation, de protection des sols, risque de faire un blocage qui ne permettrait pas d'avancer, même si on avancera à petits pas sur cette protection. Donc, je pense Juste si je peux me faut... permettre, je ne ferai pas ça après, hein, mais sur Monsieur votre définition de l'artificialisation, vous nous emmenez Oui. directement avec les bottes sur le terrain. Attention à ne pas oublier les plans d'eau. Faire comme ça se fait en ce moment, des hectares de panneaux photovoltaïques sur des plans d'eau avec une ministre qui se déplace, c'est pas celle-ci, hein, donc dis pas de mal, en expliquant que c'est zéro artificialisation, moi j'ai le cœur qui chavire, excusez-moi. C'est faux. Ah, mais tu as raison, voilà. Tu as raison, c'est totalement faux. Attention, moi, j'ai jamais parlé. Lorsque j'ai parlé de sol, j'ai pas dit le sol qui pourrait être le lit de la rivière, la lame lenticulaire d'un étang ou autre. Hein. C'est le sol en général. Je vise également les dunes, par exemple, ou également le sol rocheux avec les roches affleurantes. C'est le sol en général. Simplement, me semble-t-il, dans la définition qui est prise en compte, il faut y faire très attention. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des autres principes qui est défendu par la loi, enfin, c'est le zéro artificialisation nette. Alors, on va venir tout à l'heure dans ce que… Oui, mais c'est juste, pardon, juste pour faire le lien, et puis après on y reviendra, mais ça, si on ne sait pas ce qu'on met dans la balance, on n'aura jamais le net. Qu'est-ce que vous entendez par là, si on ne sait pas ce qu'on met dans la balance? Parce que si on veut un bilan net, il faut qu'il y ait d'un côté une artificialisation et une désartificialisation, sinon il n'y a pas de net, puisque c'est un bilan. Bien sûr. Des plus et des moins. Voilà, et donc on est bien obligé de s'entendre sur ce qu'on appelle artificialisation d'une façon générale, mais de façon très formelle. Oui, il faut se donner une définition, ne serait-ce que pour arriver à équilibrer un bilan. On va parler de cette zéro artificialisation nette, de la rédaction de cet article 48. Continuons le petit tour des invités. Donc, on a parlé ici, on avait l'association, parmi les associations, on a entendu la LPO. Une autre association qui est présente ici, c'est Sylvie Bonaldi, qui représente l'association Des Terres, pas d'Hyper. Tout à l'heure, Aurélien Taché parlait de ce qu'on a pu faire à Paris-Saclay. C'était gentil de m'inclure dedans, mais ça s'est fait bien avant que j'arrive. Et en tout cas, c'est dans la dialectique assez musclée, je dirais, entre les associations et l'État que s'est développée cette zone de protection naturelle, agricole et forestière, avec un statut qui n'est pas parfait, mais qui est très protecteur au sens où c'est inscrit dans la loi une zone protégée. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Ça fait partie des enjeux aussi. Mais en tout cas, c'est bien les associations présentes sur le terrain, des associations comme Terrecité, qui ont abouti à ce que ces choses se mettent en place. Vous, Sylvie, vous représentez une association qui œuvre dans quel but et sur quel combat et sur quelle terre? Alors donc, je représente l'association CAPRE 06 qui est sur le territoire des Alpes-Maritimes. Et qui est adhérente à la fédération des Terres pas d'Hyper, qui représente donc des associations qui sont sur les combats sur toute la France et dont le Triangle des Gonesse, Val Tolosa, enfin voilà, sur des combats de grands projets inutiles et essentiellement de zones commerciales en périphérie des villes sur des terres agricoles. Excusez-moi, faisons un petit tour en hémicycle et ça nous aidera à réagir tout à l'heure et je vous donnerai la parole juste après. La régie, s'il vous plaît, hémicycle. Défendu le 6997. Madame Met est défendue. Madame Stella Dupont, le 7116. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En complément de ce qu'a dit mon collègue à l'instant, vous savez, j'ai été longtemps maire, élue locale depuis près de 20 ans. Et j'ai eu des documents d'urbanisme à construire, des plans locaux d'urbanisme, les SCOT, enfin comme nombre d'entre nous ici, et puis aussi des opérations d'aménagement sur ma commune. Et c'est vrai que je pense que cet amendement est intéressant puisqu'il permet un compromis entre les urbanisations existantes où les agriculteurs sont contraints de reculer et de constituer ces zones tampons entre les zones de culture et les zones d'habitat. Je pense qu'il est utile d'envisager l'avenir et du coup de faire en sorte que dans l'urbanisation future, contrairement à ce qui est existant, dans l'urbanisation future, on puisse imposer justement cette zone tampon dans ces zones futures d'urbanisation pour éviter la perte supplémentaire d'espaces agricoles pleinement cultivés tels que le souhaitent les exploitants. Merci.
Merci à vous, Madame Dupont. Dans cette discussion commune, il y a d'autres identiques. Le 439, Revenons à la conversation. On parlera, là on a entendu un exemple de discussion qui se passe en ce moment à l'Assemblée, où on a parlé de zone tampon, on a parlé d'aménagement. Elle s'exprimait en tant que députée, mais aussi en tant qu'ancienne maire. On pourra commenter ça dans quelques instants. Terminons juste votre petite première réaction, Sylvie. Revenons sur ce que vous évoquiez, le combat de CAP 06 et plus généralement à la Fédération des terres, pas d'hyper. Alors, j'ai envie de mettre un focus sur notre combat actuel sur Nice, le CAP 06, par exemple. Nous défendons les terres agricoles, la préservation de terres agricoles sur la plaine du Var. Donc, il y a une opération d'intérêt national sur la plaine du Var. La plaine du Var, c'est une des terres les plus fertiles de France, voire d'Europe. Ce sont des zones humides avec une biodiversité très riche. Et actuellement, donc, il y a un projet que nous combattons pour la deuxième fois, qui est de transférer le mine, le marché d'intérêt national, qui est tout proche de l'aéroport, tout proche de la voie ferrée, tout proche de l'autoroute, de le transférer sur des terres agricoles, encore pour l'instant pas artificialisées, dans le limageur du Var, entouré en pleine zone Natura 2000, zone de protection, voilà. Le président de la métropole, M. Estrosi, défend cela en disant que l'espace dégagé sur le mine actuel, il va pouvoir y construire un nouveau palais des expositions. Et dans le palais des expositions actuel à Nice, il implantera une partie du Théâtre national de Nice qu'il détruira dans Nice, et il détruira également le palais des congrès. Donc, sur cet emplacement-là, il prolongera une coulée verte. Donc, prétend être écolo en remettant de la nature dans la ville pour détruire des zones humides. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait à la fois avoir des coefficients au niveau de la qualité des sols également pour pouvoir comparer le zéro artificialisation net. Je pense qu'il faudrait attribuer des coefficients sur des valeurs de terre aussi. Et bon, après il fait ça alors qu'il vient d'artificialiser des places qui sont minéralisées complètement. Il y avait de la terre, il y avait des arbres. Maintenant, il y a plus que les arbres avec le petit trou autour et tout est minéral. Donc, il a bien compris que des îlots de fraîcheur, c'est important par rapport au climat et à l'augmentation de la température, c'est bien, au réchauffement climatique. Il a bien compris que c'était important de remettre de la nature dans la ville, mais à notre sens, c'est vraiment pas au détriment de zones qui ont un potentiel agricole très fort, voilà, et de nouvelles zones artificialisées. Mais donc, on est dans une opération de domino. On artificialise des zones humides agricoles, potentiellement agricoles, et qui sont en lit majeur de Var, donc avec la tempête Alex, cette zone-là a frisé la catastrophe. Donc, ce sont des zones importantes au niveau bassin d'épandage éventuellement des crues. Et donc voilà, pour nous, c'est inconcevable d'artificialiser à cet endroit. Mais c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir avoir des coefficients pour donner la nature du sol et attribuer des coefficients. On n'entend plus rien. Non, M. Villani a disparu. Ah oui. Ah, et moi, je ne peux pas redémarrer ma vidéo. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord, David Sossol à l'appareil. Ben voilà, Cédric revient. Eh bien, je vous redonne... voilà. Il y a eu un petit coupe technique, ça arrive, on se débrouille toujours. Et sans ce format, il ne faut jamais s'affoler. Quand la technique défaille, on arrive toujours à trouver la solution. Sylvie, au-delà de ce cas que vous nous avez évoqué, la philosophie générale de Déterre, pas d'hyper, qu'est-ce que c'est? La philosophie générale, c'est de combattre des grands projets qu'on considère comme inutiles, d'extension de zones urbaines, de zones commerciales, en périphérie, c'est généralement en périphérie des villes.
voilà, sur des espaces qui sont idéalement agricoles. Effectivement, c'est très facile maintenant de bétonner, faire des axes des axes de circulation et bétonner ces endroits-là. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. On reviendra sur ces enjeux. Ce soir, parmi nos invités pour aborder la question de l'artificialisation et le débat parlementaire, un invité un peu inhabituel par rapport à d'autres qu'on a eu sur le Twitch, en la personne de Jean-Baptiste Blanc. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Cédric. Bon, Jean-Baptiste, vous êtes d'abord, vous êtes sénateur, vous faites partie de l'autre chambre parlementaire. Hein. On sait bien, dans le grand principe du bicamérisme, la loi, elle s'effectue à deux chambres, dans un aller-retour en dialectique entre l'Assemblée et le Sénat. Et vous appartenez à une formation politique qui est majoritaire au Sénat, les Républicains, qui n'est pas traditionnellement sur les questions d'écologie, mais dans laquelle on sait que un petit nombre, et on les a vus à l'œuvre à certains moments à l'Assemblée nationale, sont préoccupés d'écologie et mettent un point d'honneur à intervenir. Je crois que vous êtes très impliqué sur ce texte qui arrive au Sénat, que vous vous préparez à recevoir la balle que vous transmettrez à l'Assemblée. Alors, d'un côté, il y a les conventionnels qui passent la balle au gouvernement, qui passent la balle à l'Assemblée, qui passent la balle au Sénat. C'est un long processus, mais c'est la démocratie. Dans quel état d'esprit vous êtes en attendant ce texte? Merci Cédric, déjà de me donner la parole ce soir. C'est très instructif cet échange pour moi. Effectivement, je suis en train de préparer un rapport avec deux collègues sénateurs d'obédience centriste et socialiste. Donc, c'est un groupe de travail pluriel. On doit rendre la copie au début du mois de mai. Et après, effectivement, viendra le temps de la discussion du projet de loi. Chez nous, ça viendra au mois de juin, autour du 15 juin apparemment. Voilà. Et alors, je ne peux pas dévoiler encore nos travaux. On est en train de finir les auditions. Demain, la dernière audition, c'est celle du ministère qui a rédigé le projet de loi. Moi, ce que je peux dire à ce stade, c'est que je partage le doute ou le trouble qu'ont certains concernant la définition de l'artificialisation, ne serait-ce que par les risques juridiques et même de contentieux par suite que cela peut comporter. Effectivement, baser les choses sur le sol comme fonction, ça me paraît compliqué. Mais j'aurais aimé, puisque c'est une table ronde et que c'est très participatif, entendre chacun, avoir l'avis de chacun sur la mécanique que propose ce projet de loi, à savoir que pour atteindre l'objectif, finalement, on va s'appuyer sur un SRADET, hein, c'est un document régional, et ensuite des SCOT, c'est-à-dire des documents plus locaux d'organisation territoriale, c'est-à-dire des documents d'urbanisme. Et on a une impression, parce que vous me disiez quel est l'état d'esprit au Sénat, c'est qu'on est, quoi qu'on en dise, tous plus ou moins d'accord avec l'objectif. Ce sur quoi on n'est a priori pas d'accord, c'est la méthode. Et elle nous semble plutôt coercitive. Alors, j'entends après des voix qui vont me dire « oui, mais dans le Sud, ça a déjà été dit, il faut être coercitif maintenant, il y a eu trop d'excès. » Bien entendu, ça s'entend. Mais voilà, on a une impression de compatibilité descendante, là où il faudrait de la responsabilité ascendante. En clair, faire confiance au territoire. Voilà, j'aimerais bien avoir l'avis de chacun sur ce schéma. Donc, on a des schémas régionaux, concrètement, qui ont déjà été établis et qui vont intégrer l'objectif qui sera fixé par la loi. Et il y aura une obligation d'être compatible à ce schéma régional, obligation de la part des documents locaux d'urbanisme. Voilà, c'est très contraint, c'est très coercitif. Et le tout, évidemment, avec un objectif de réduction de 50% sur 10 ans, et le ZAN a objectif à l'horizon de 2050. Voilà. Au Sénat, voilà. Au Sénat, on aimerait que les territoires soient plus associés et fassent émerger leur propre vérité. D'autant plus que beaucoup de territoires, via les SRADET, justement, sont déjà dans une démarche de sobriété foncière. Alors voilà, sur l'aspect coercitif ou participatif. Ce qui est très intéressant, c'est que Jean-Baptiste là, a posé une ligne de tension qui s'est révélée de façon très claire dans les auditions sur l'artificialisation entre des formations politiques et des groupes politiques qui disent
rendons ce texte plus clair, plus précis, plus contraignant, par exemple en rajoutant un objectif, une date à l'article 48, alors qu'aujourd'hui il dit à terme. Par exemple en fixant des conditions plus précises. Je ne cacherai pas que c'est la position de notre collectif et d'autres groupes ou familles politiques disant faisons confiance autant que possible aux élus locaux, aux forces politiques de terrain dans une démarche où, avec le pari que ce sera d'autant plus efficace que ce ne sera pas subi mais effectué. Peut-être que pour commencer une toute première réaction, on va essayer de le faire rapidement pour bien distribuer la parole. Première réaction d'Aurélien, par exemple. Oui, merci Cédric. Moi, j'entends qu'il faille, je comprends la remarque du collègue sénateur, associer au mieux les territoires, faire confiance aux élus locaux, mais parfois mettre aussi de la réglementation et que l'État assume un certain nombre de normes un peu coercitives, c'est aussi protéger les élus locaux. On sait que c'est difficile de résister à la pression de certains acteurs économiques, de certains grands projets qui peuvent être vraiment très néfastes pour les sols. Et donc, je trouve qu'il faut quand même essayer d'avoir un équilibre et qu'on ne peut pas complètement non plus laisser les territoires faire ce qu'ils veulent sur ces questions. En revanche, c'est vrai qu'il faudrait certainement aussi avoir des outils d'incitation et ne pas être que dans la contrainte. Moi, je donne un seul exemple. Par exemple, on avait à une époque dans les plans locaux d'urbanisme des choses qui pouvaient être mises en œuvre en fonction des choix qui étaient faits en matière de densité. Moi, je le répète, si on veut éviter d'étaler, il faudra aussi accepter parfois d'aller vers la hauteur. On pourrait imaginer qu'il y ait des aides qui finalement encouragent les élus locaux qui font ces choix-là et qui n'étalent pas et qui protègent les sols et qu'on ne soit pas que dans la contrainte. Ça peut être une proposition, mais il faut un équilibre entre les deux. Sinon, c'est certain qu'il sera impossible pour les élus de résister à certains projets qui seront très néfastes pour l'environnement. Merci beaucoup Aurélien. Qui aussi veut réagir peut-être parmi les questions? Et Maëlys Desrousseaux, qui est une de nos invitées aussi, qui n'a pas encore eu la parole, à qui je vais donner tout de suite. Maëlys, vous êtes du CNAM, vous êtes spécialiste en droit foncier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, les contributions, l'échange entre le sénateur Blanc et mon collègue le député Taché. C'est vrai que c'est une question classique, hein, celle de la gouvernance sur l'artificialisation des sols. Et ce qu'il est ressorti à titre principal de différents rapports, celui de l'INRA sur l'artificialisation, mais aussi celui du Comité pour l'économie verte, hein, il y a quand même eu déjà beaucoup de travail sur la question, c'est que si jamais on se contentait de faire confiance aux élus locaux pour limiter l'artificialisation des sols, ils pourraient déjà le faire. L'arsenal juridique qui est à leur disposition leur permettrait d'avoir des territoires tout à fait sobres en consommation de l'espace. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, 20 ans après la loi SRU, il y a un constat d'échec. Donc, il faut changer quelque chose dans le modèle de gouvernance. Et ça peut peut-être passer effectivement par un renforcement du contrôle de l'État. Merci Maëlys pour cette contribution. Une autre réaction, peut-être Yves pour la LPO? Oui, la planification comme seule réponse, je n'y crois pas. Il faut activer tous les leviers et comme je le disais tout à l'heure, changer de paradigme. On oublie trop souvent que le plus efficace, c'est de ne pas détruire. C'est comme les déchets, le plus efficace, c'est de ne pas les relâcher. Or, on est quand même dans des logiques de plus en plus de fuite en avant, éviter, réduire, compenser, ce genre de choses-là qui font qu'on hypothèque. C'est un peu la technique de l'escargot. Je mange la salade et je laisse la bave derrière. Et c'est beaucoup moins cher quand même d'aller construire sur un espace naturel ou agricole au niveau du prix, du foncier, on parle de ça, que d'aller être obligé de racheter des terrains en zone urbaine. Donc, tant qu'on ne touchera pas à la fiscalité, on n'y arrivera pas. Ok, retournons un petit coup en séance. Il y a un amendement qui va être intéressant. Les amendements portant article additionnel après l'article 48. Nous avons l'amendement 3303 de M. Potier. Madame Victory, peut-être?
est défendu. Monsieur le rapporteur, vous y êtes défavorable. Vous y êtes également défavorable, Madame la Ministre. Je mets donc l'amendement en voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 4645. Alors, ça a été assez décevant. Donc, cet amendement de Potier est proposé de reconnaître le sol comme élément du patrimoine commun de la nation. On est très proche du débat qui était là tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débat en hémicycle? C'est du temps législatif programmé. Au début, chaque groupe a un temps de parole qui est donné, dans lequel ils peuvent puiser. Au début, les députés sont bavards, parlent et reparlent, ils n'ont pas de limitation. Et puis petit à petit, alors que le temps s'écoule, ils sont de plus en plus rapides. Et là, ils en sont au moment où ils comptent le temps. Et donc, autant que possible, ils disent défendu. Quand ils savent que c'est un amendement qui ne passera pas de toute façon, ils préfèrent ne rien dire plutôt que dépenser leur temps de parole. Ce système est assez, il part d'une bonne intention, mais il est assez absurde en pratique quand on voit que ça amène à passer plus de temps à débattre les articles du début de la loi que les articles de la fin de la loi. Et puis, incidemment, ça amène en pratique 0 temps de parole pour les députés non inscrits, ce qui, évidemment, ne fait pas vivre vraiment la démocratie. Philippe, un petit commentaire sur les méthodes, on a parlé là de ces questions de ces registres, des leviers que la loi peut avoir. Il n'y a pas que les registres législatifs, il y a aussi les questions administratives, les SCOT, les STRADET, tous ces plans d'organisation en développement territorial tels que les évoquait Jean-Baptiste Blanc. On s'imagine qu'on a là une mécanique institutionnelle et juridique extrêmement complexe. Comment est-ce que vous, au quotidien, vous abordez ces problèmes? Quels sont les grands enjeux que vous avez à résoudre? Que j'ai à résoudre personnellement, j'en ai pas vraiment. Dès lors que je travaille avec les outils existants, je ne fais pas de droit fiction malheureusement, sinon ça serait trop facile. Oui, simplement, je pense que le STRADET est assez mal utilisé, même si Yves est assez contre les questions de planification, disant que ça ne résoudra pas tout, je suis d'accord avec lui, mais tout dépend comment la planification est faite. Ça, c'est déjà une première approche. Ensuite, le STRADET n'est pas de partout malheureusement, et notamment pas, puisqu'il y a quand même une grande partie du territoire français qui n'est pas couvert par les documents d'urbanisme. Là, le STRADET n'est pas opposable. Il n'intervient pas. Et il serait peut-être intéressant, comme on l'avait fait par exemple pour les directives paysagères, de faire un lien direct entre un certain nombre de principes défendus par le STRADET et la délivrance de permis de construire. Notamment dans ce qu'on appelle le régime de la constructibilité limitée, où on peut parfois construire en dehors des parties actuellement urbanisées. Il n'y a pas de limite particulière qui soit liée à cette sobriété en matière d'usage des sols, par exemple. Et on pourrait simplement, en modifiant une disposition du Code de l'urbanisme, qui est la technicité, mais le L111-4, introduire l'obligation de faire un lien avec le STRADET. Ensuite, il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus radicales. Je prends l'exemple de la Suisse. Lorsqu'il y a eu la loi d'aménagement du territoire, la LAT de 1979, qui a été modifiée, celle-ci réserve ce qu'on appelle les surfaces d'assolement, c'est-à-dire la préservation particulière de sols cultivables. On parle de bonnes terres cultivables selon l'appellation helvétique, de bonnes terres cultivables, et qui doivent être pris en compte dans les plans directeurs, c'est-à-dire les documents d'urbanisme. Les zones à bâtir doivent préserver ces surfaces d'assolement, et si elles sont, autrement dit, si vous voyez, sur l'ensemble du territoire helvétique, il y a une certaine quantité de sol nécessaire à préserver pour assurer la sécurité alimentaire. Et donc, les cantons font une répartition de la protection de ces terres agricoles entre eux, et ensuite, il doit y avoir une protection stricte, ce qui veut dire que si l'une d'elles, pour des raisons impératives, devait être urbanisée, il devrait y avoir compensation. Donc, on prévoit un maintien d'une quantité permanente de ce type de sol. Alors, peut-être qu'on aurait cette possibilité-là. Et puis, il y a eu un amendement extrêmement intéressant, mais qui a créé beaucoup de polémiques dans les cantons touristiques comme le Valais, c'est l'amendement Weber, qui prévoit, puisque le texte est adopté, que les communes ne peuvent pas avoir sur leur territoire plus de 20% de construction à usage touristique. Autrement dit, éviter ce qu'on appelle les lits froids. Autrement dit, parce que souvent les lits froids, c'est des constructions qui restent inoccupées 8 ou 10 mois sur 12 et qui sont pourtant consommatrices d'espace. Alors, on n'a pas tout à fait le même rapport au sol et le même rapport à la propriété en France qu'en Suisse, et il y a un certain impératif qui a été mis en place, ne serait-ce parce qu'une grande partie du territoire n'est pas urbanisable à cause des montagnes et des lacs, mais on peut comme ça avoir quelques pistes. Et puis, ce qu'évoquait Madame Bonaldi, que je trouve extrêmement intéressant et qui a été développé, en tout cas à titre de réflexion,
c'est la question d'indicateurs de qualité des sols, c'est-à-dire pouvoir donner au sol des indices et que ces indices soient des éléments impératifs à prendre en compte dans la définition des zonages. Si c'est une très bonne terre qui a un indice X, par exemple, eh bien celle-ci ne peut pas être destinée à l'urbanisation. Alors, il y a beaucoup d'outils comme ça qu'on pourrait mettre en place, mais c'est, comment dire, ça devient extrêmement technique. Il faudrait trouver des méthodes, alors elles existent à l'étranger, mais on pourrait chercher un peu d'inspiration. Puis enfin, sans monopoliser la parole, ce que disait Yves Vérillac tout à l'heure sur la fiscalité, il se trouve que pendant 6 ans, j'ai coordonné un groupe de travail pour Bercy Rocklore pour le comité pour l'économie verte sur les outils fiscaux comme levier pour éviter l'artificialisation des sols. Au bout de 6 ans, on attend toujours qu'il y ait la moindre ligne qui soit passée au Parlement. Voilà. Les lenteurs. Oh, c'est plus une lenteur, ça s'appelle un blocage. Oui, qui sait. Cédric, je voudrais juste rajouter tout à l'heure, parce qu'on est allé à l'Assemblée, 2 choses. D'abord, il y a une politique de création des espaces naturels protégés qui peut permettre de lutter contre l'artificialisation. Deuxièmement, on a un modèle pavillonnaire qu'il va falloir combattre, au même titre que les barres d'immeubles ont eu leur utilité à leur époque et on était bien content de les avoir et il ne faut pas renier le passé, mais on s'est mis à en démolir. Et je pense que sur le lotissement, et attention avec la crise du Covid et le nombre de gens qui veulent aller en région maintenant et qui veulent avoir leur jardin, il y a un problème culturel et il faut inventer des nouveaux modes d'habiter le territoire. Merci beaucoup Yves. Quelques petites questions. Ici, j'ai une question dans le chat pour la LPO. Est-ce que les inventaires scientifiques des différentes espèces présentes dans les zones qui vont être artificialisées, est-ce que ces inventaires ont un impact pour stopper des projets? Quand vous dites il y a tel et tel oiseau, telle colonie, telle espèce qui est là, est-ce qu'en pratique, dans le débat, ça parvient à arrêter les projets d'artificialisation? La réponse est oui. Un exemple? La réponse est oui, mais de moins en moins parce que on a une déréglementation qui est en cours, qui a été engagée par les précédents gouvernements et qui continue, tant sur la question de la protection de la biodiversité que de la gouvernance, avec des modalités de consultation qui sont restreintes, avec tout ça est en train d'être détricoté, tout ce qu'on avait construit pendant 40 ans est en train d'être détricoté depuis, on va dire, 10 ans à peu près. Avec des lois de simplification qui s'exonèrent des obligations parce que c'est d'intérêt général, la rénovation de la cathédrale de Notre-Dame, les Jeux olympiques, j'en passe et des meilleurs, où on va vous dire, pour ces cas-là, on s'assiera sur le droit, y compris le droit paysager d'ailleurs. Yves, pourquoi depuis 10 ans, il s'est passé quelque chose de particulier il y a 10 ans ou c'est une évolution constatée sans raison particulière? Moi, je suis un vieil écolo, j'ai commencé en 70. J'ai tendance à voir l'histoire de la protection de la nature. Quand on a la loi sur la reconquête de la biodiversité, elle n'arrive même pas à boucher les fuites. On n'est pas du tout dans un changement de paradigme comme la loi de 76 l'avait été, qui avait inscrit la protection de la nature au titre de l'intérêt général et qui avait classé des espaces protégés, des espèces, etc. Depuis, on essaie d'enlever, on détricote, et sous un prétexte d'une approche généralisée et non pas thématique, hein, c'est toujours pareil, les politiques, elles sont, et donc d'une politique spécialisée, on a fait un procès à l'histoire de la protection de la nature en France en disant c'était bolchevique, on a imposé ça aux élus, on va leur donner les clés du camion et vous allez voir, ça va être bien mieux. Et le résultat, c'est que c'est pas vrai. J'ai dit 10 ans, ne va pas chercher par rapport aux élections parce que ça n'était pas un commentaire politique. C'est une idée générale. Et en matière de gouvernance, le summum, ça a été le Grenelle. Et ensuite, il y a une on vit une fin de gouvernance avec un court-circuit des corps intermédiaires, avec la question du tirage au sort des citoyens, etc., qui peut nous diviser. Mais en tout cas, en tant qu'association, nous, c'est la première fois qu'on est perçu par un ministre de l'Agriculture, qu'on est perçu par un président, par un Premier ministre. J'ai énormément d'exemples et ça avait commencé avant, je veux le dire, ça se renforce. Ok, merci Yves, beaucoup de demandes de prise de parole. On va le faire très rapidement pour bien laisser du temps pour
le nouveau sujet qu'on va lancer juste après sur le cas particulier des entrepôts Amazon ou des grands entrepôts de e-commerce pour lequel ma collègue Delphine Bateau nous a rejoint. Mais très vite, réaction de Sylvie Bonaldi. Avec micro, s'il vous plaît. Quelqu'un a évoqué, je crois, la tonte. Voilà, il y a différents aspects, effectivement, et dans l'habitat possible pour la biodiversité. Je pense qu'en ce moment, on exagère sur le fait qu'il faille ça ait l'air propre, voire on exagère sur le fait que il faut débroussailler pour éviter les incendies sur des bords de route ou maintenant pour un oui ou pour un non. Donc, il y a aussi une réflexion à faire là-dessus. À porter là-dessus. Et effectivement, en termes de lotissement, je pense qu'il faudrait des parcelles, des superficies de parcelles minimum. Maintenant, on a des superficies, nous, dans la RP niçois, des parcelles de 300 mètres carrés. Hein. Donc, une fois qu'on a construit la maison, il n'y a plus rien. 300 mètres carrés, alors que on rassemblerait et on ferait un petit immeuble, voilà, il resterait de la terre. Donc, il y a de la réglementation à revoir et je suis d'accord, on ne peut pas faire confiance à l'exécutif local pour faire les choses bien. Je pense qu'il faut mettre des normes au niveau national. Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous êtes déçu, mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé de soutien, de supporters dans la table ronde. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vous viendra en secours. Un petit commentaire ou une autre question? Oui, non, mais je comprends naturellement les arguments sur lesquels parfois il faut y aller par la force et mettre de la contrainte, sinon on n'y arrive jamais, évidemment. Mais franchement, j'ai un doute sur la méthode. À chaque fois qu'on procède ainsi, ça ne marche pas. Et il faut quand même laisser de la liberté au territoire. Moi, j'ai fait le tour. Alors, je parle sous votre contrôle, hein, et notamment de notre professeur de droit. J'ai fait le tour des SRADET. La plupart ont déjà engagé des choses, c'est-à-dire ont déjà adopté des orientations assez fortes sur la réduction de la consommation du foncier, donc sur la sobriété foncière, ont déjà intégré l'objectif, si vous voulez. Et y compris avec un fascicule réglementaire et un zonage dans ma région, c'est la région sud, il y a ce zonage. Donc, moi, j'entends plutôt des élus locaux qui me disent il faut prendre en compte ces efforts qu'on a déjà faits, ces orientations qu'on a validées à travers notre schéma régional. Voilà. Donc, je maintiens qu'il y a une forte demande des élus locaux d'être associés à la démarche. Et je vous assure qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le croit à avoir intégré l'objectif. Il y a certes des brebis galeuses, évidemment, il faut les combattre. D'ailleurs, je vous dirai deux choses après. J'ai une question pour notre professeur de droit. Ce qui m'inquiète, parce que je ne l'avais pas repéré, c'est que là où il n'y a pas de document d'urbanisme, visiblement, le SRADET n'est pas opposable. C'est bien ça, hein. Il faut qu'on corrige ce… Exactement, puisqu'il s'oppose dans un rapport de compatibilité avec les PLU, les cartes communales et les SCOT. Mais s'il n'y en a pas, ce qui veut dire que les principes qu'il met en œuvre ne peuvent pas recevoir application de ce fait-là. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un mécanisme? D'ailleurs, Cédric, je crois qu'il y a un amendement en ce sens de convention de sobriété foncière. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un mécanisme comme ça pour ces territoires-là non couverts? Si, on peut l'imaginer. J'ai envisagé tout à l'heure un petit élément supplémentaire dans l'article L111-4, par exemple, qui pourrait très bien aller dans ce sens-là. J'ai la parole juste 2 secondes pour répondre à ce que vous disiez. Juste 2 secondes, mais c'est intéressant parce que là, on voit le genre de débat qu'il y a derrière l'élaboration de la loi. Juste justement, par rapport à l'élaboration, ce qu'il va oublier de dire dans le détricotage, c'est celui de l'enquête publique qui fait participer les citoyens. Où l'enquête publique, désormais, devient totalement, on va dire, anonyme, transparente, bref, puisqu'elle n'aura plus lieu que par télématique. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, alors ça aussi, c'est un point qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il y aura des mises en révision de ces schémas régionaux. Voilà. Et il faut absolument réussir la participation quand il s'agira de les réviser. Et la participation, effectivement, qu'elle soit la moins institutionnelle, que ce soit pas seulement institutionnelle, mais évidemment la plus citoyenne possible. C'est un autre très gros défi devant nous. Je voulais juste rajouter 2 choses. Je partage avec vous le fait que le grand absent de ce projet de loi, enfin, il y en a plusieurs de grands absents, hein,
c'est le volet fiscal et le financement de notre objectif pour le déplorer. Et je voudrais rappeler, et je partage avec vous aussi qu'il faut en finir avec la France des lotissements et la France des zones commerciales, surtout que ça ne répond pas vraiment à des besoins, on est tous d'accord. Mais il y a quand même dans le projet de loi, parce que parfois il y a des bonnes choses, il ne faut pas non plus exagérer, il y a un moratoire qui est proposé concernant les zones commerciales de plus de 10 000 m², avec certes des dérogations. Alors là aussi, j'aurais aimé savoir un peu ce qu'en pensent les uns et les autres. Est-ce que ça va dans le bon sens, ce moratoire, avec ces dérogations, ou pas assez? Jean-Baptiste, vous m'avez donné la transition idéale pour arriver justement sur le thème pour lequel nous sommes rejoints par Delphine Batho, qui va nous parler de l'état de ces questions de moratoire, mais aussi les questions de dérogation et en particulier ce qui arrive sur les questions qui se posent sur le e-commerce. Je vous informe aussi que nous sommes rejoints par d'autres participants qui vont intervenir tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions Chloé Gerbier de Notre Affaire à tous, mais elle s'est déconnectée. Elle va se reconnecter. Nous avons aussi, et nous discuterons tout à l'heure avec elle, Elsa Barret de Grignon, de l'école, la bien célèbre école d'agronomie. Pour l'instant, tout de suite, allons-y, lançons la discussion sur les questions commerciales, sur les entrepôts, sur l'e-commerce. Ma collègue Delphine Batho a porté une proposition de loi sur ce thème il y a quelques mois. Allons-y, Delphine, peut-être pose le sujet, à toi la parole. Oui, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, non, il n'y a pas de moratoire en fait dans le projet de loi. Si vous voulez, on peut détailler la mécanique précise. Je ne sais pas si ça a été fait, Cédric, mais on peut le faire si on me donne le partage d'écran, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre. Allez-y, la régie, si vous pouvez donner le partage d'écran à Delphine. Donc, en fait, voilà, on est à l'article 52 du projet de loi. Donc là, ça concerne les surfaces commerciales, ça ne concerne pas les entrepôts. Donc, en fait, ça dit qu'on ne peut pas délivrer d'autorisation d'exploitation commerciale pour créer une surface commerciale ou l'agrandir si ça porte atteinte si ça engendre une artificialisation des sols. Donc, jusqu'ici, tout va bien, c'est l'alinéa 2. Puis, vous voyez qu'ensuite, toutefois, une autorisation peut être délivrée. Alors, vas-y, prends ton temps, Delphine. Ça nous permet d'y aller. Il y a une longue liste de si. Donc, s'il y a une analyse d'impact qui démontre que le projet s'insère en proximité du tissu urbain existant, dans un secteur où il y a le même type d'urbanisation et qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à un des critères. Alors, avant, le texte en commission, fallait au moins 3 critères cumulatifs. Là, maintenant, il suffit d'avoir un des critères. Donc, l'insertion du projet dans une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Je rappelle que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on a énormément de vacances commerciales, donc il y a un côté absurde. Ensuite, ça peut être parce que le projet s'insère dans une grande opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé. Donc là, on pense à un certain nombre de grands projets qui ont défrayé la chronique. Ou alors le fait qu'il y aurait une compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, j'allais dire à la rigueur, ce critère-là, on peut le discuter. L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine localisée dans un document, etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, si c'est dans une partie qu'un PLU ou un SCOT prévoyait comme devant être urbanisé, en gros, c'est OK. Et surtout, seuls les projets inférieurs à 10 000 m² peuvent avoir une dérogation. Donc, en fait, la majorité des projets aujourd'hui qui passent devant la CNAC, la Commission nationale d'aménagement du territoire, aujourd'hui font un petit peu plus que 2000 m². Donc, on voit qu'on est sur un seuil qui est beaucoup trop haut pour avoir un véritable impact. Donc ça, c'est ce qui concerne les surfaces commerciales. Donc, on est quand même avec tellement de dérogations qu'on peut s'interroger sur l'application réelle des choses, d'autant qu'en fait, cette question du moratoire sur les surfaces commerciales,
c'est un serpent de mer maintenant depuis des années où à chaque fois les gouvernements vont à la télévision pour dire nous allons faire un moratoire, puis ensuite quand on s'intéresse aux circulaires ou aux règles juridiques dans la façon dans lesquelles ça a été écrit, en pratique, il n'y en a pas. Ensuite, donc sur l'histoire des entrepôts, du e-commerce. Donc, je rappelle, on a fait un long débat là-dessus hier soir, mais qu'on est dans une situation où, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout assujettis à l'obligation de demander une autorisation d'exploitation commerciale. Il y a une espèce de no man's land juridique sur le statut de ces entrepôts commerciaux, alors que, par exemple, les drives des supermarchés, ils doivent demander une autorisation d'exploitation commerciale. Donc, il y a déjà là une inégalité très forte. Et en fait, là, ce que prévoit le texte, donc c'est l'article 52 bis, c'est que, en fait, les SCOT, ils devront prévoir, au lieu, avant, ils devaient prévoir un schéma d'aménagement artisanal et commercial, et maintenant, ce sera un schéma artisanal, commercial et logistique, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a aucune planification de l'organisation de la logistique du commerce en ligne. Et donc, ces SCOT déterminent les conditions d'implantation des constructions logistiques. En fait, c'est ça qui est prévu. La chose, c'est qu'en fait, ça concernera les futurs SCOT. Donc, les futurs SCOT, c'est dans très, très longtemps, en fait, puisque une procédure de révision d'un SCOT, c'est quelque chose de très, très long. Donc, en fait, on est dans une situation où, dans les 3 prochaines années, il y a, par exemple, 35 projets de nouvelles implantations d'Amazon en France dans les 3 ans qui viennent. Et donc, autrement dit, le dispositif de l'article 50 bis qui renvoie la patate chaude aux élus locaux, il est inopérant par rapport à la problématique du développement des très grands entrepôts, des très grands acteurs dominants du e-commerce, ce qui n'est pas tout à fait la même question que celle, j'allais dire, du e-commerce de proximité. Donc voilà le point. En clair, Delphine, sur ces 35 projets qui sont prévus, la loi ne changera rien, on est d'accord? Absolument rien. Absolument rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur les 2 articles, aussi bien sur la question du vrai moratoire sur les surfaces commerciales que sur la question des entrepôts du e-commerce, on va voir ce que ça va donner en séance, mais il y a quand même beaucoup d'amendements de façon transpartisane, de beaucoup de collègues, de beaucoup de groupes différents pour qu'il y ait un vrai moratoire sur les surfaces commerciales et pour qu'il y ait une mesure qui permette à la puissance publique de décider s'il y a un entrepôt du e-commerce ou pas. Un des arguments qui a beaucoup été évoqué en commission, c'est le fait que le rapport de France Stratégie sur le e-commerce soulignait qu'en fait, ces grands entrepôts, par exemple d'Amazon, Alibaba, etc., ça représentait, je mets des guillemets, seulement 1% de l'artificialisation des sols dans la période récente. Mais en fait, ce rapport, il dit aussi que dans un certain nombre de territoires et à l'échelle locale, ce sont des impacts considérables. Ils prennent plusieurs exemples, notamment dans l'Oise, et ils montrent bien, par exemple, les surfaces agricoles qui ont été artificialisées par la construction de ces entrepôts. Et donc, ce rapport ne considère pas du tout que ce soit quelque chose de mineur, même si l'ensemble de la démonstration, elle est surtout centrée sur, en fait, la façon dont ces entrepôts aggravent l'empreinte carbone de la France, vont vers des temps de livraison aux clients qui sont de plus en plus courts, donc qui passent tout ce qui est les logiques de livraison en 24 heures, etc., conséquences sur le climat qui sont très mauvaises. Hier, on a eu la discussion approfondie en fait sur les impacts économiques sur le commerce de proximité, etc. Donc là, je me suis centrée sur l'aspect artificialisation des sols, en fait. Merci Delphine. Alors, vu la configuration de l'audience ce soir, une question facile pour Jean-Baptiste. Voilà, vous avez entendu le plaidoyer de ma collègue députée Delphine. Le texte qui va vous arriver au Sénat, il y a toutes les raisons de penser qu'il restera à peu près en l'état et qu'il n'aura guère bougé sur cette question. Delphine a plaidé pour que ce soit un texte qui soit rendu bien plus costaud sur la question des moratoires. Ce sera une question qui sera dans votre séance à l'Assemblée, au Sénat bientôt. Avec quel état d'esprit vous abordez ce débat?
J'entends les arguments de Delphine, je vais y pencher. C'est évidemment, ce sont des arguments très, très sérieux, notamment les dérogations qui permettent finalement de toujours délivrer toujours plus. Et je suis encore plus d'accord avec elle sur le sujet logistique, puisque c'est la logistique est la grande absente des schémas régionaux et pour l'instant des SCOT. Un seul bémol près avec Delphine, c'est qu'il est dit dans le projet de loi qu'on doit réviser rapidement les documents. Alors, rapide, c'est quoi? Évidemment, il y a un débat. Mais la logistique est la grande absente. Et c'est peut-être le plus gros risque à l'avenir de consommation du foncier et de défiguration du paysage et de mise en danger du territoire que ce risque de logistique et du e-commerce. On est bien d'accord. Il va falloir vraiment renforcer les choses sur cet aspect-là du sujet. J'ai une question, Cédric, à vous poser à tous. J'ai posé la question à justement des gens qui fabriquent des documents de logistique, des bâtiments de logistique, pardon, à savoir quel serait le projet vertueux. Donc, ils me disent, ben voilà, il faut qu'on construise dans des friches, si possible, là où il y a de la ville, et principalement de la métropole, et qu'on surélève. Ça a été proposé d'ailleurs par notre collègue député, Aurélien. Voilà, donc le projet vertueux, c'est en ville, friche, et je surélève. Ils m'ont fait voir, ça fonctionne, donc apparemment, ils vont pouvoir s'adapter. Inconvénient, ça coûte cher. Alors, au Sénat, vous savez, c'est la voix des territoires, et notamment des territoires qui se sentent un peu périphériques, très ruraux, autrement dit, qui ont l'impression d'être un peu abandonnés et qui ont l'impression d'une métropolisation du pays. On pourrait en débattre pendant des heures là aussi. Donc, autrement dit, ils ont l'impression, vous me demandiez tout à l'heure ce que pensent les élus, donc je vous ai dit, ils sont tous d'accord à l'objectif, c'est la méthode, mais ils ont quand même l'impression que c'est quelque chose qui va profiter aux métropoles, qui auront la richesse pour les implantations, qui auront les moyens de changer les documents, parce que ce sont des bureaux d'études qui coûtent très cher, etc., etc. Autrement dit, les petits territoires ne pourront pas s'adapter à ces nouvelles règles du jeu. J'aimerais avoir votre opinion aussi là-dessus. Est-ce que derrière le ZAN et cet objectif plus que louable que nous avons tous, il n'y a pas ce risque-là aussi? C'est-à-dire que ça profite toujours aux mêmes, et si possible, aux métropoles riches. Alors, nous allons aborder brièvement cette question que nous pose Jean-Baptiste. C'est des débats extrêmement importants, cette notion de métropolisation et des territoires qu'il faut, de la cohérence qu'il faut adopter. Je précise aussi, avant de lancer, que nous sommes rejoints donc par Elsa Barré de Grignon, qui dans quelques instants pourra nous parler d'un cas de débat sur l'artificialisation très concret, par Chloé Gerbier, qui représente Notre Affaire à tous, qui pourra aussi nous parler de ce que vous faites à Notre Affaire à tous, par William Aucan, qui faisait partie de la Convention citoyenne. Donc là, on a un panel bien large où sont représentés aussi bien des citoyens, des parlementaires, des associations pour aborder ces enjeux d'artificialisation. Allons-y, chers amis, pour des réponses très brèves avant de passer sur le nouveau débat. Cédric, alors, si je peux répondre à monsieur le sénateur et sans faire trop de politique politicienne. Très rapidement. De politique politicienne par rapport à la question de j'impose ou j'attends que tout le monde soit vertueux. Moi, je crois qu'il faut rappeler quand même que tic-tac, tic-tac, il y a un malheureux calendrier qui est en route là, enfin, un goutte à goutte qui tombe et la biodiversité s'effondre. Et on n'a pas le temps, de changer la société sans avoir des règles. Alors, est-ce que pour la mixité sociale, par exemple, on peut dire, après tout, il n'y a pas besoin de texte, toutes les communes vont faire de la mixité. Malheureusement, et il y a beaucoup de bons exemples d'élus. Il ne s'agit pas de stigmatiser les élus. J'ai envoyé un message, vous pouvez aller chercher le guide qu'on a fait avec les écomères et qui montre des bons exemples. Donc, il y en a des très bien. Et puis quand même, moi, je nous renvoie chacun à nous et sur nos comportements d'habiter et nos comportements de consommer. S'il y a des hypermarchés, c'est quand même parce que les gens y vont, excusez-moi. Et oui, on ne veut pas pénaliser les gens les moins favorisés. On a conscience de ça aussi à l'intérieur. Et je trouve qu'on a complètement oublié de parler des infrastructures ce soir. Or, les infrastructures, et avec les grands projets, avec les routes, les contournements des agglos, sont très, très artificialisants. Donc, il ne faut pas les oublier. Et ils sont liés d'ailleurs aux grandes plateformes dont parlait Delphine. Mais j'ai trop parlé, je me tais, promis Cédric, jusqu'à la fin.
Merci Yves, c'était très bien comme ça. Delphine? Oui, moi, je remercie notre collègue sénateur d'être là et puis de ce qu'il évoquait. Alors, en fait, tu as complètement raison, c'est même spectaculaire, c'est-à-dire que quand on entre dans cette partie du texte, c'est celle où à l'Assemblée, il y a le plus de score d'amendement par article, donc avec une énorme inquiétude des élus locaux. Moi, je suis députée rurale. Et en fait, l'enjeu, c'est de sortir du schéma où le développement de l'attractivité et le développement de la ruralité passe par l'artificialisation des sols. Nous, par exemple, dans les Deux-Sèvres, on a gâché énormément de terrain dans la période récente. On est un des départements de France qui a, par exemple, le plus perdu de prairies. On a parallèlement dans les centres-bourgs beaucoup de maisons inoccupées, on a beaucoup de friches. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est celui que tu évoquais sur les questions économiques, par exemple, par rapport à la dépollution des terrains en friche pour pouvoir les réutiliser. C'est les questions économiques liées à la rénovation du bâti existant au lieu de construire des lotissements à pas cher ou des nouvelles zones d'activité à pas cher. Mais en fait, quand tu regardes en fait tout le bâti ou non bâti déjà artificialisé disponible, il y a vraiment de quoi faire en fait. Et donc, je dis à ceux qui nous écoutent, venez vivre en Deux-Sèvres, il y a de la place. Venez vous implanter en Deux-Sèvres et il y fait bon vivre. Donc, moi, je crois qu'en fait, la pandémie, la situation dans laquelle on est, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'habitants de grandes métropoles ont envie de partir vivre ailleurs. La découverte du télétravail, etc., aussi pousse à ça. Donc, il y a un nouveau paysage potentiel qui se dessine pour la ruralité, mais à mes yeux, il ne passe pas du tout par les schémas d'hier. Et donc, je ne partage pas l'inquiétude qu'ont exprimé plusieurs collègues sur si on nous empêche de faire des nouveaux lotissements, on ne va plus pouvoir accueillir de nouveaux habitants parce que les nouveaux habitants potentiels, justement, ils cherchent plutôt la maison à retaper, à pas cher, ce genre de choses, quoi. Ok, merci beaucoup Delphine. Continuons le tour. Et je vais donner après ces questions, on a parlé beaucoup on a parlé de technique, on a parlé de loi, on a parlé du débat politique. Allons sur un de ces territoires qui, comme Gonesse est en ce moment, comme Saclay est en ce moment un des emblèmes de débat de terrain sur l'artificialisation. Il s'agit du territoire de Grignon. Nous accueillons Elsa Barré qui va proposer de se présenter, de nous présenter en quelques mots Grignon et quelle est la nature du débat qui est en train de se jouer en ce moment. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, un peu plus. On vous entend un peu faiblement, mais allez-y. C'est mieux comme ça? C'est bien. Ok, super. Déjà, merci de nous recevoir. Ça fait chaud au cœur de recevoir de l'écho. Je pense que je peux dire ça au nom de tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce mouvement. Ensuite, moi personnellement, je ne suis pas seulement Elsa Barré, je représente également l'association Cercle, puisque j'en suis la présidente. Elle existe officiellement depuis hier et donc c'est l'association qui a pour but de pérenniser tout le travail qu'on a commencé avec le blocage du site de Grignon pendant 3 semaines. Et quand vous dites vous, c'est une association constituée par les étudiants? C'est une association constituée par les étudiants et qui ne comprendra que des étudiants avec un soutien de la part des enseignants-chercheurs et de tous les acteurs locaux qui travaillent avec nous. Mais l'idée, oui, c'est de garder une dynamique profondément étudiante parce que cette énergie, c'est ce qui a fait qu'on a si bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est de rester centré de cette façon-là. Comment est-ce qu'en 3 phrases, on définit le site de Grignon? Le site de Grignon en 3 phrases, très compliqué déjà. Pour commencer, c'est une richesse naturelle incroyable. Il y a 290 hectares en tout, 133 de forêt, 145 de terres agricoles qui sont exploitées par la ferme. C'est un site historique fabuleux, puisqu'on a notamment la falunière qui comporte des 1200 espèces, je crois, de fossiles marins. On a également des parcelles qui sont exploitées depuis 1875 de mémoire,
Donc, c'est des relevés de sol tous les ans, depuis donc 146 ans de mémoire, qui permettent de suivre l'évolution des sols. Quand aujourd'hui on discute des problèmes liés aux nitrates, etc., dans les sols, c'est là qu'on trouve nos réponses. Et également, on peut étudier l'évolution du climat sur les sols et leur composition. Et le site en tant qu'étude et Et d'enseignement, enfin, lui, il existe depuis 200 ans à peu près, n'est-ce pas? oui, c'était ma 3e phrase justement. D'accord, super. Donc Grignon, c'est un site de de recherche et d'enseignement remarquable, avec la ferme expérimentale qui travaille à réfléchir et concrétiser l'agriculture de demain, avec la présence de l'INRAE jusqu'à aujourd'hui et d'autres instituts de recherche comme Terrinovia, et avec bien sûr donc la formation d'ingénieurs agronomes, donc ingénieurs de demain, comme ils aiment beaucoup les appeler, pour réfléchir pareil aux solutions qui vont répondre aux problèmes qu'on est en train de se créer aujourd'hui. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va arriver à ce site? Alors, ce site, il est vendu. Il est vendu puisque AgroParisTech déménage à Saclay. Donc Saclay, on ne va pas forcément ouvrir le débat, mais on sait que c'est donc artificialiser des terres qui sont parmi les plus fertiles d'Europe. Bon, ça, on le sait, on l'a plus ou moins accepté. Donc AgroParisTech déménage, ça veut dire perdre une grosse richesse en perdant Grignon. Mais bon, ça pareil, c'est pas le débat aujourd'hui, c'est pas le combat, enfin c'est plus le combat en tout cas. Le combat aujourd'hui, donc, c'est par rapport à l'avenir du site de Grignon, qui donc doit être vendu. En 2016, 2015 ou 2016, je ne sais pas exactement, excusez-moi, on a échappé de peu au PSG, puisque l'État était prêt à faire une vente de gré à gré au PSG pour construire des terrains de foot, plus d'une dizaine, je crois. Et c'est les étudiants qui se sont mobilisés, n'est-ce pas? Les étudiants, les enseignants-chercheurs et une partie de la population locale et les collectivités locales également. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés depuis quasiment une dizaine d'années et qui aujourd'hui sont très fatigués. Le mouvement qu'on porte aujourd'hui redonne de l'espoir à beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'il prend de l'ampleur petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'ils ont mis en place un appel d'offres pour une cession immobilière de l'État. Parce qu'ils ont envie de prendre en compte ces 200 ans d'histoire, cette richesse naturelle, cette richesse en enseignement, en recherche, etc. Le fait est qu'on a du mal à leur faire confiance quand on voit ce qui aurait pu se passer en 2016 si on n'avait pas été là pour se battre. Donc aujourd'hui, on en est à la phase finale, c'est-à-dire que les offres finales ont été déposées par les 4 candidats restants le 26 mars. Nous, on aurait aimé obtenir un moratoire pour pouvoir discuter de l'avenir du site et prendre vraiment en compte l'avis des acteurs locaux, ce qui n'a jamais été fait. On n'a pas obtenu ce moratoire, mais donc là, aujourd'hui, on travaille sur différents axes, donc toujours avec le gouvernement et en parallèle avec les candidats pour essayer d'offrir à Grignon le meilleur avenir possible avec une continuité dans l'exploitation de son potentiel dans tous les domaines possibles. Alors, c'est lié à d'autres histoires qu'on a entendues. Depuis tout à l'heure, on a parlé de Saclay, on a parlé de Gonesse, on parle de Grignon. Ici, vous voyez partager avec vous des images de cette manifestation, de cette occupation de site dans laquelle les étudiants étaient tellement impliqués, tellement mobilisés. Vous voyez des slogans joyeux. Un commentaire peut-être, Elsa, sur un slogan qui vous tient à cœur? Je sais pas, il y en a un qui m'avait marqué, mais c'est pas forcément par rapport à Grignon. C'est juste que depuis le début, on avait demandé à rencontrer Julien de Normandie, et un des slogans qui m'est resté en tête, c'était « De Normandie revient ici », parce que Julien de Normandie a étudié AgroParisTech, donc il est censé partager cet amour et cette sensibilité qu'on a pour Grignon et cette envie de le sauver d'une quelconque artificialisation des terres, puisqu'on en parle. Je sais, pour en avoir discuté avec lui, que c'est un site qui lui tient, qui est très très cher à son cœur. Quant à savoir ce qu'il va faire, ce qu'il pourra faire, quelle est sa marge de manœuvre et quelle est sa volonté en la matière, ce sera à lui de s'exprimer. Faire le rencontrer toujours. Je disais, tout est lié au sens où ce site de Grignon, là, c'est le déménagement à Saclay. Saclay, c'est un site sur lequel il y a eu de l'artificialisation, un site sur lequel a été instauré un régime protecteur un peu inédit, sui generis,
avec la zone de protection naturelle, agricole et forestière inscrite dans la loi. Il y a un amendement de mon collègue Aurélien Taché, que vous voyez, qui était ici il y a quelques temps avec nous, et de moi-même, qui passera bientôt en discussion en hémicycle, demandant que la loi soit renforcée sur la protection de sa clé en inscrivant dans la loi la charte qui organise cette ZPNAF, mais également la gouvernance qui l'organise, mais que aussi sur le site de Gonesse, il y ait plusieurs centaines d'hectares, 600 hectares de mémoire qui soient réservés en ZPNAF aussi. À sa clé, c'est 2400, le périmètre sur lequel finalement l'État s'est entendu avec les associations. Ça nous montre ces sites sur lesquels il est extrêmement important, quand ils sont juste à proximité, quand vous avez des sites extrêmement fertiles, naturels, des sols remarquables comme à Saclay, comme à Grignon, juste à proximité de lieux de lieux d'urbanisation, à quel point c'est un combat mené à la fois dans la loi, mais aussi sur le terrain avec les associations et avec l'animation. Et les choses sont liées. Il y a Sylvie Bonaldi qui je vais demander une réaction. Juste après, je proposerai à Chloé Gerbier de prendre la parole pour notre affaire à tous, pour aussi nous dire ce que lui inspire tout ce débat sur la mobilisation contre l'artificialisation. Sylvie, à vous la parole. Oui, je voulais dire bon courage et je voulais dire en fait ce que m'a dit une fois notre avocat, Maître Brault, et qu'il dit à ses étudiants, c'est le béton prend plus vite que le droit. Et ça, c'est la problématique aussi. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont été sur le terrain et qui ont empêché, en étant physiquement sur le terrain, qui ont empêché des terres d'être bétonnées. Je parle de Notre-Dame-des-Landes, je parle du barrage de Sievins, et pour un qui en a perdu la vie. Barrage de Sievins, c'est quand il y a eu le recours contre l'utilité publique, et finalement, au bout du compte, donc ça a été, on n'a pas accordé cet intérêt public, et entre-temps, une personne a perdu la vie, et s'il n'y avait pas eu ces personnes qui physiquement sont sur le terrain, voilà, le projet se serait peut-être fait. Ça nous ramène aussi à cette opération qu'on vient de voir d'occupation, c'était l'occupation physique des étudiants extrêmement déterminés qui étaient sur le site, montrant bien leur détermination. Chloé, à vous la parole. Parlez-nous de votre affaire à tous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci beaucoup. Et il faut savoir que du coup, je suis juriste de l'association de Notre Affaire à tous et je m'occupe plus particulièrement de l'accompagnement des collectifs en lutte. Donc, par exemple, sur le projet du carnet, j'ai eu la chance de discuter avec des personnes de la nouvelle association pour la défense de Grignon cette semaine. L'idée, évidemment, occuper le terrain et essayer de passer en droit. C'est deux choses qui sont tellement complémentaires. On a le même but, on a deux moyens différents, mais qui s'entremêlent l'un et l'autre et qui s'aident l'un et l'autre. En effet, le béton prend plus vite que le droit, expression que je garde précieusement. Je rebondis peut-être rapidement sur le fait de conserver une partie d'un site. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est plus acceptable. On ne peut plus dire écoutez, on va artificialiser 110 hectares, mais par contre, on va en garder 150 en zone naturelle. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est des considérations en fait qui sont complètement dépassées quand on voit le rythme d'artificialisation. C'est ce qui se passe par exemple sur le site du Carnet. On prévoit de poser une dalle de béton sur 110 hectares de zone naturelle et quelques hectares en étant de la zone humide. Et on ne sait pas en plus les industries qui s'installeront dessus. Mais par contre, on prévoit 100 hectares qui resteront en gestion naturelle. Mais ça ne compense rien. Et en plus, la compensation est un énorme mensonge. Mais ça ne met rien d'autre dans la balance. Et peut-être, pour finir, on est aussi pas mal en lien avec le collectif pour la protection des terres de Gonesse. Il faut savoir que ce collectif-là se bat contre l'artificialisation de 280 hectares dans les terres les plus fertiles de toute l'Europe. Et avec ce collectif-là, on a notamment un recours juridique en cours qu'on mène de manière conjointe avec le collectif Non au Terminal 4. Alors vous allez me dire quel rapport entre un Europa City abandonné et un Terminal 4 ? Et le rapport, c'est le SCOT. Et là, vous vous dites, on revient à l'article 49 qui est en train d'être débattu en ce moment. Juste en quelques mots, pourquoi le rapport, c'est le SCOT ? Le rapport, c'est le SCOT, car dans les deux cas, à la fois pour Europa City et l'artificialisation de ces terres, et
le terminal 4 de l'autre côté, qui est pourtant abandonné aujourd'hui, le SCOT a prévu, depuis qu'il a été publié il y a maintenant plus d'1 an et demi, le fait que le terminal 4 allait voir le jour et le fait que les terres du triangle de Gonesse allaient être artificialisées. Et donc là, on voit bien que ces documents d'urbanisme, avant même qu'un projet soit acté, avant même que ce soit sûr et certain, ils ont le pouvoir de décider de l'avenir d'un territoire. Et donc, c'est aussi au sein de ces documents qu'on doit mener la lutte contre l'artificialisation et contre, du coup, vraiment l'implantation d'énormes structures privées, mais sur lesquelles… Au plan technique, c'est bien pour ça que cet article 48, il définit un horizon plus ou moins clair d'objectifs de zéro artificialisation nette, et arrive ensuite l'article 49 qui parle de son articulation avec ces schémas SRADET, Scott. Chloé, rappelez-nous, SRADET, Scott, qui les établit ces schémas? Et simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Delphine tout à l'heure, on voit que l'article 49, celui qui est du coup très technique, a recueilli un nombre d'amendements record, parce que c'est vraiment dans les détails que se cache le diable. Et pour répondre à la question, alors SRADET, échelon régional, Scott, échelon en dessous, donc échelon de territoire, de bassin de vie, qui peuvent être définis et du coup de différentes tailles en fonction des différents territoires. Ils ne correspondent pas donc exclusivement à une collectivité particulière. Le SRADET est lui responsable notamment de la biodiversité et des trames vertes et bleues. En fait, c'est l'ancien, avant c'était simplement ce qu'on appelait le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE, que d'acronyme en droit. Et le SRADET reprend ça pour en faire un plan plus global qui a pour but quand même d'avoir une vision stratégique. Et c'est dans ce premier document qu'on aimerait commencer la lutte pour l'artificialisation des sols, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on a une forme d'écoulement sur les documents d'urbanisme, alors avec des rapports de compatibilité différents, mais c'est-à-dire que si le SRADET dit pas plus de temps en terre artificialisée, le SCOT ne va pas pouvoir augmenter cette limite. Par contre, il pourra être plus ambitieux, par exemple. Mais on a quand même une forme de compatibilité qui est imposée là-dessus, de plus en plus. Et dans notre beau pays où on sait toute la complexité du millefeuille territorial, administratif, alors voilà, vous avez ici une image de ces manifs à Gonesse, terre de Gonesse, un poumon en Île-de-France, et on voit qu'il y a aussi là de la mobilisation, de l'occupation et tout ça. On sait bien que dans de beaux pays où le millefeuille administratif et territorial est considérable, la mise en œuvre de ces documents, SRADET et Scott, ils sont phénoménaux. Dans cette table ronde, c'est allé à toute allure parce qu'on avait beaucoup de sujets, pas mal d'invités, mais on a pu voir toutes les facettes de ce combat contre l'artificialisation. Il y a la question du droit, il y a la question des élus locaux, il y a la question des associations, il y a les questions de la mobilisation environnementale, de la mobilisation des militants là-dedans. Un petit mot, un petit commentaire peut-être de la part de William. William, vous étiez un conventionnel, vous avez œuvré sur ce texte, projet de loi climat résilience. Vous n'aviez pas forcément conscience au moment où vous travailliez sur la feuille de route que ça allait d'abord mener à une telle aventure, ensuite qu'allez vous transformer vous-même, je pense, en tout cas beaucoup de conventionnels nous l'ont dit, et puis mener à ce qu'on arrive à rediscuter en hémicycle des choses aussi techniques, aussi impactantes, aussi, qui ont un tel, aussi structurantes pour la société. Bonsoir, et puis merci à vous pour l'invitation. Alors, elle est assez intéressante, l'histoire un petit peu de cette mesure de lutte contre l'étalement urbain au sein de la Convention. C'est un petit peu la rencontre de monsieur et madame tout le monde avec ce phénomène, parce que c'est quelque chose auquel tout le monde n'a pas conscience. Vous le savez, la Convention citoyenne a cherché des mesures afin de réduire donc de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, plusieurs commissions ont été créées et celle dans laquelle je me suis trouvé, je tiens à préciser, oui, je suis urbaniste, mais c'est tombé, au hasard que je me suis… Voilà. J'ai tiré un badge et j'étais, si vous pensez que c'est le loto pour la Convention citoyenne, c'est le super loto, du coup, d'être architecte et d'être dans la commission qui est en charge du logement. Mais l'idée était d'avoir le point de vue de monsieur et madame tout le monde. Et du coup, cette famille d'objectifs a émergé du fait de la prise de conscience de prendre soin de l'existant.
Tout à l'heure, Delphine Bateau expliquait que c'était l'idée de mettre le maximum d'efforts sur les terres déjà artificialisées. C'est l'un des objectifs de la Convention citoyenne. C'est l'idée d'arrêter d'étaler les constructions, de retransformer les sols, de les transformer. Et donc, l'idée était de mettre le paquet sur ces éléments-là. Et donc, c'était assez intéressant d'avoir ces discussions avec les autres citoyens. L'idée est, en fait, le lien au carbone, il n'est pas évident pour les citoyens au départ. De se dire, oui, en fait, de plus ouvrir à l'artificialisation, on ne comprend pas. Donc, il y a plusieurs points que les citoyens ont pris conscience. Le fait que la construction elle-même, la façon dont elle est faite, à 80% de béton, est déjà très émettrice. Le fait aussi de pouvoir réutiliser l'existant, c'est aussi un moyen de se préserver d'émissions. Le fait est de se garder des terres agricoles, qui sont assez, c'est assez manifeste en fait, quand on vient mettre une belle, j'entends, nappe de parking sur des terres qu'on peut utiliser pour se nourrir, ça devient problématique. Et puis il y a une question de stock du carbone avec les végétaux. Et un dernier point aussi, quand les territoires grossissent, ils s'allongent et on met beaucoup plus de temps à les traverser. Et donc ça, tous ces éléments-là, les 150, donc moi, une partie de ces éléments-là, je les connaissais du fait de ma profession, mais les 150 sont partis de la Convention en étant à 99%. OK, il faut faire quelque chose contre l'artificialisation des sols. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire que ce sujet qui est abordé à l'heure actuelle au sein de votre hémicycle, c'est un sujet qui pourrait arriver à trouver du consensus avec de l'explication et du débat. Merci beaucoup, William. Maëlys, un petit mot sur ce que ça vous inspire. Tout à l'heure, vous vouliez vous exprimer. On arrive quasiment à la fin de cette ronde. Un petit mot. Oui, tout à fait. Finalement, ça fait le lien avec la question du carbone et du climat, et notamment qu'évoquait Madame Bateau, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'à l'échelle internationale, l'objectif du ZAN, il part du dégradation neutre des terres, et donc qu'il implique toutes les formes de dégradation des terres, et que nous, en France, on l'a traduit uniquement par le petit bout de la lorgnette, qui est celui de l'artificialisation des sols. Et c'est inquiétant, puisque quand on lit notamment la stratégie nationale bas carbone, il est fait référence à de nombreuses reprises à la lutte contre l'artificialisation des sols comme un levier pour parvenir aux objectifs bas carbone. Et j'ai peur que les articles très techniques qui sont discutés actuellement dans le cadre de cette loi ne parviennent pas à remplir les ambitions qui sont d'échelle internationale. Et la France a déjà un bonnet d'âne au niveau européen sur cette question-là. Un bonnet d'âne au niveau européen. La phrase est forte et parfois il faut dire les choses de façon forte. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Un très très grand merci. Un très très grand merci à tous les représentants de Forces Vives qu'on a eu, à Sylvie, Philippe, Maëlys, Yves, Chloé, pour représenter ainsi les associations, de l'expertise, des choses qui sont aussi importantes. Un très grand merci à Jean-Baptiste et à Delphine, représentant les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée. Un grand bravo à Elsa pour la mobilisation de vous et l'association que vous représentez. Elsa, une petite photo pour vous et un petit dernier commentaire. Ce sera à vous le mot de la fin. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo qui est issue de la manifestation quand j'étais venu voir de quoi il retournait sur le terrain à la manifestation à Grignon? Cette photo, elle est belle parce qu'elle symbolise justement toute l'énergie dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que quand on commence à s'engager dans ce genre de combat, ce qui ressort en général assez vite, c'est que c'est triste de se dire à 20 ans, quand on vit en démocratie, que la parole qui a le moins de valeur dans ce monde, c'est celle du gouvernement quand il s'agit de notre avenir. Mais malgré tout, ce qui est ressorti de tout ça, c'est une belle histoire. C'est des gens qui ont grandi ensemble en se construisant une démocratie bien à eux, où on a beaucoup discuté, débattu, échangé. On s'est forgé des nouvelles compétences, on s'est mis en contact avec des gens très intelligents, très influents et qui pouvaient nous apporter beaucoup d'aide. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas là et que ce qu'il faut retenir, c'est ce sourire pour rien lâcher. Voilà. Merci beaucoup. Je ne peux rien dire qui soit mieux que
ce que vous venez d'évoquer. Et donc, un grand merci à Elsa pour cette image de ténacité et d'enthousiasme que vous nous apportez. On sait bien à quel point la démocratie a besoin de sa jeunesse, de ses étudiants pour vivre, et à quel point c'est important, en particulier sur les thèmes environnementaux, sur la façon dont on traite la planète que nous voulons laisser à nos enfants, l'avenir. Et ce sera la meilleure conclusion possible pour ce débat. Un grand merci à toutes et à tous. Rendez-vous très bientôt. À 21h, nous aurons la séance de nuit pour ce Twitch sans filtre, où encore une fois, on s'efforcera d'entrer dans les coulisses de ce débat parlementaire, de ce débat de société qui correspond à notre avenir à tous. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée